Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Le droit de savoir que nous avons conçue en partenariat avec Astrée Avocat, spécialiste du droit de la distribution des produits bancaires, financiers et assurances. Et toujours avec nous sur ce plateau, représenté par sa fondatrice, Isabelle Monin-Lafin. Bonjour Isabelle. Bonjour Jean-Charles. Ce format trimestriel débuté à la fin de l'année dernière nous permet de vous décrypter l'actualité de la distribution, encore une fois, des produits, afin de vous apporter des réponses claires dans vos préoccupations professionnelles. Je vous rappelle aussi que cette émission s'inscrit dans le sillage des productions régulières d'Astrée Avocat. Ce sont vos pas à pas, les documents que vous rédigez mensuellement, sur un rythme en tout cas que vous souhaitez mensuel. Et à chaque émission sur notre plateau, nous recevons un invité selon le sujet que nous avons choisi. Aujourd'hui, le droit de savoir est consacré à deux exigences particulières et spécifiques qui relèvent des mesures générales de connaissance client, socle de la lutte contre le financement du terrorisme et du blanchiment de capitaux, et aussi de la corruption. Je précise que ce sujet fait aussi référence à votre publication Pas à pas, expliquant la réforme du 4 novembre 2020, mais nous aurons l'occasion d'y revenir pendant cette émission. Ces deux exigences particulières que nous allons disséquer sont le gel des avoirs et les personnes politiquement exposées, ce que l'on appelle les PPE. Le sujet est complexe, il touche à la morale, il touche à l'éthique, le fait de ne pas se conformer aux règles ou de prendre celles-ci, on va dire un peu trop à la légère, peut entraîner des sanctions lourdes pour les acteurs de la finance, de la banque, de l'assurance et de l'immobilier. Et justement, puisqu'on parle d'immobilier, à côté, je vous disais, nous avons un invité à chaque émission. À nos côtés, avec Isabelle, nous avons le plaisir d'avoir avec nous un grand professionnel du sujet de la délinquance financière, Gilles Dutheil. Bonjour Gilles. Bonjour Jean-Charles. Gilles, merci de votre présence. Gilles, vous êtes universitaire et expert judiciaire et vous êtes aussi directeur du groupe de recherche européen de la délinquance financière et de la criminalité financière organisée, le Delfico. Difficile à prononcer. Vous êtes aussi membre de la Commission nationale des sanctions. Donc c'est pour ça que je parlais d'immobilier, parce qu'on en parle beaucoup, la Commission nationale des sanctions. Et vous êtes aussi membre de la Commission d'examen des rapports de contrôle du SICFIN à Monaco. Absolument. C'est cela. Donc merci encore de votre présence. Et maintenant, on rentre dans le vif du sujet, Isabelle. Comme toujours. Comme toujours, comme d'habitude. Présentez-nous ce sujet justement sur le fond. Technique. Oui, et puis précisément le cadre de ces deux exigences spécifiques que je rappelais dans mon introduction, le gel des avoirs et les personnes politiquement exposées. Oui, merci Jean-Charles. Ce sont des sujets compliqués pour nos distributeurs et de façon effectivement assez paradoxale, comme vous l'avez évoqué. C'est un sujet qui touche finalement au cœur du métier, c'est-à-dire la connaissance du client, mais pour lesquels nos distributeurs ont une forme d'aversion ou en tout cas une forme de présupposé consistant à dire bon, je connais mes clients, qu'est-ce qu'on vient m'enquiquiner à aller leur poser des questions, recueillir des informations les concernant. Ouais. Donc c'est vrai que si nous avons choisi de traiter ces sujets, c'est avant tout par un constat de méconnaissance de la gravité de la situation et des règles qui dépendent de la détection du gel des avoirs et des personnes politiquement exposées, et puis aussi effectivement les problématiques de mise en œuvre. Alors de façon très générale, pour commencer, ces deux dispositions, ces deux dispositifs s'inscrivent dans la législation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des législations néanmoins autonomes, c'est-à-dire des règles qu'on va un peu sortir du dispositif général pour les traiter de façon autonome, même si, bien entendu, on devra faire en sorte que le dispositif dans sa globalité soit cohérent. Le dispositif concernant le gel des avoirs a vocation principalement à lutter contre le terrorisme et à lutter contre la prolifération des armes de dissuasion massive. Donc en fait, on le comprend, le gel des avoirs, c'est une législation qui a été mise en œuvre par les États et l'ONU afin de lutter dans le monde contre toutes les atteintes aux sécurités des États. Donc c'est là où vous parliez en introduction de façon très pertinente du côté, j'allais dire, civique, de l'approche de ces législations et de la nécessité pour tout citoyen, mais a fortiori pour le distributeur réglementé à qui nous nous adressons, de prendre parfaitement conscience de l'impérieuse nécessité de s'intéresser et de se préoccuper de cette difficulté. Ce n'est pas du tout le cas. Alors c'est à peu près le même genre de disposition, c'est aussi moral, mais la personne politiquement exposée, on l'a détectée après-guerre, en fait, un peu, ou dans les années 70,
Parce qu'on s'est rendu compte que les agences de développement, les banques de développement dans le monde, et notamment les ONG, qui finançaient le développement des pays, constataient que dans certains cas, eh bien, les dirigeants d'État avaient tendance à pouvoir utiliser ces fonds autrement que pour les objectifs qui leur étaient destinés. Et donc, la notion de personnes politiquement exposées est venue plutôt d'une volonté des États de lutter contre la corruption et de détecter en fait des personnes qui en fait ont des fonctions politiques ou des mandats ou des fonctions pour les États qui pourraient les exposer plus que tout un chacun à des actes de blanchiment ou de détournement de fonds. Donc vous voyez, on n'est pas quand même sur les mêmes sphères. Et on verra dans le fil de l'émission que les règles ne sont pas les mêmes, que les dispositifs à mettre en place ne sont pas les mêmes et que évidemment les sanctions, ou en tout cas les obligations qui en découlent, ne sont pas non plus les mêmes. Gilles Dutheil, Isabelle, dans sa présentation, nous explique que les distributeurs ne sont pas forcément, je dirais, se dit concernés, c'est peut-être un peu fort, mais maîtrisent mal, on va dire, apprennent mal ces exigences. Vous, dans votre expérience, qu'est-ce que vous pourriez répondre par rapport à cela? Est-ce que vous le constatez? Effectivement, les constats que l'on fait et qui sont publics, notamment dans le rapport annuel de la Commission nationale des sanctions, c'est que beaucoup des personnes contrôlées disent mal maîtriser la loi. Et même quand ils la maîtrisent sur certains points, comme le contrôle d'identité, qui est un point de base, à chaque fois qu'un contrôle est effectué, certains dossiers n'ont pas, parfois tous, n'ont pas de pièce d'identité, ou l'identité est mal relevée. Alors ça soulève des tas de points, notamment que l'on va voir. Si on a une mauvaise identité ou une fausse identité, comment on va contrôler si la personne qui est sur le dossier est réellement sur les listes? Alors ça effectivement, commence à l'identité, carrément. Ça commence carrément à l'identité. D'accord. Alors oui, globalement, on peut dire que cette notion qui est pourtant maintenant ancienne, et on va compter à partir de 2009, n'est pas rentrée dans les usances des professions, j'allais dire donc de l'immobilier et de domiciliataires, de sociétés. Alors ça commence quand même à bouger parce qu'en France on est comme ça. Souvent les sanctions, surtout lorsqu'elles sont publiées, ont un impact relativement significatif à tel point que les organisations professionnelles se sont emparées du sujet et essayent de remettre les gens à niveau et surtout de leur faire comprendre, parce que la loi n'est pas forcément facile à comprendre, surtout quand on n'est pas juriste. Donc ils essayent de mieux expliquer les obligations à leurs membres. Mais encore faut-il être membre de l'organisation et s'intéresser un peu au sujet. Et quand on voit effectivement, pour les sanctions qui ont été administrées depuis le début de l'activité de la Commission nationale, c'est-à-dire en 2014, je crois qu'il y a eu 100% de sanctions, alors à divers niveaux. Oui, mais il n'y a pas eu de dossier qui était parfaitement clair. D'accord. Donc effectivement, on peut penser que les gens sont pas suffisamment sensibilisés et pas suffisamment orientés pour appliquer les points principaux de la lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme. Un point sur la Commission nationale des sanctions, donc elle est très axée sur l'immobilier. C'est un des secteurs dont elle est chargée. Pas seulement, mais c'est des secteurs, j'allais dire, orphelins, oui, qui avaient l'immobilier, il y a les sociétés de domiciliation, il y a alors les agents de joueurs sportifs, voilà. Il y a, alors c'est en train de changer en ce moment, les antiquaires, les marchands d'or, on ne sait pas encore à qui ils vont être attachés, on sait que c'est les douanes qui vont les contrôler. Donc, alors pour ce qui est des deux premiers, l'immobilier et les sociétés de domiciliation, les contrôles sont effectués par la DGCCRF. D'accord. Donc je dis ça pour repositionner dans le cadre de nos internautes. Les conseillers en gestion de patrimoine via l'immobilier sont aussi concernés au premier chef. Alors, Isabelle, revenons à nos deux exigences. On va commencer par la première, celle du gel des avoirs. Expliquez-nous tout ça. Alors, le gel des avoirs, donc il est prévu, alors je vais faire un peu de code, c'est l'article 562-1 et suivant du Code monétaire et financier, dont toutes ces réglementations sont au sein du Code monétaire et financier, mais tout de suite, il faut savoir qu'il y a un document qui est très important, qui est un document qui émane de la CPR et de la Direction du Trésor, qui s'appelle les lignes directrices, et c'est un document qui est nécessairement complémentaire au Code monétaire et financier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre la législation sans prendre connaissance de ce document. Donc on va faire la synthèse de ces deux documents. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire ? Respecter la réglementation en matière de gel des avoirs, c'est être capable d'identifier, en fait, dans son entreprise, au sein de son activité économique, l'existence éventuelle de personnes physiques ou de personnes morales qui auraient fait l'objet de mesures de gel par les États. Et dans ce contexte-là, de respecter les mesures de gel qui ont été prises par les États. Donc on voit bien qu'on a deux choses à faire. On doit identifier les personnes
Et puis on doit ensuite appliquer des mesures de gel, c'est-à-dire appliquer les mesures qui sont prises par les États pour geler. Alors de quoi parle-t-on quand on parle de gel, parce que ça fait un peu congelé, mais il faut quand même que les gens comprennent, parce qu'on peut geler puis on peut dégeler aussi. On parle de mesures restrictives, en fait, on parle de situations dans lesquelles on interdit à des personnes d'utiliser les fonds dont elles disposent, donc c'est tous les comptes de créances, les comptes de titres, tous les avoirs qu'elles peuvent avoir, et on parle aussi de ressources économiques, c'est-à-dire de tout ce qu'elles peuvent utiliser, de tous les services dont elles peuvent éventuellement faire l'acquisition. Donc dans nos métiers, l'assurance, le service financier, l'investissement immobilier, ça apparenterait plutôt à la notion de ressources économiques qu'à la notion de fonds. Bon, les intermédiaires en opération de banque, par contre, qui peuvent ouvrir des comptes titres ou qui peuvent ouvrir des comptes bancaires par l'intermédiaire, effectivement, d'établissements financiers, eh bien là, on se référera plutôt à la notion de fonds. Donc voilà, il faut savoir que la réforme du 4 novembre a élargi encore cette notion de gel des avoirs. Les États, depuis les attentats qui se multiplient, souhaitant se donner les moyens de pouvoir véritablement empêcher ces gens et ces sociétés d'œuvrer dans le cadre de l'atteinte à la sécurité des États. Donc, les mesures étaient relativement larges, elles le sont de plus en plus. Qui est concerné ? Eh bien, tout le monde en profession réglementée. Tous les gens qui nous écoutent sont les professions qui sont expressément visées par le Code monétaire et financier. J'ajouterais un petit bémol, il faut qu'elles manipulent des fonds, il faut qu'il y ait maniement de fonds. Donc on a certains de nos distributeurs réglementés qui peuvent ne pas manipuler de fonds, et dans ce contexte-là, n'étant pas assujettis au dispositif du LAB, ils ne sont donc pas assujettis au dispositif du gel des avoirs. Un petit exemple Alors, par exemple, on peut avoir certains intermédiaires en opération de banque qui ne manipulent pas de fonds. Au niveau de l'assurance, on a les courtiers d'assurance vie, en assurance vie, mais comme ils peuvent toucher des honoraires, ils peuvent se faire rémunérer, et on a aussi le service de conseil indépendant. J'allais dire qu'il faut faire quand même très attention, parce que dans la réalité des faits et dans notre expérience, on se rend compte qu'en fait, dans la vraie vie, tout le monde encaisse des fonds. Donc il faut faire quand même très attention. C'est pour ça que je me permettais cette On a aussi un texte nouveau, arrêté du 6 janvier, qui a en fait étendu la liste des personnes qui devaient appliquer les mesures, tout en conservant le périmètre de ceux qui doivent mettre en place un dispositif. Bon, on n'a pas encore très bien compris ce que voulait dire la différence, mais je pense que l'idée, si on est quand même honnête, c'est qu'il n'a jamais été dans l'idée du législateur, et surtout pas celui du 4 novembre, de restreindre les obligations qui découlent de ces textes. Je pense que tous les attentats dont on a été victime en fin d'année 2020 ont quand même plutôt renforcé la volonté des États de se protéger contre le terrorisme, et je pense qu'on est tous conscients du fait que c'est quand même dans l'intérêt de tout le monde. Quelles sont les mesures ? Quelles sont les règles ? Quelles sont les règles ? Quelles sont les règles, voilà. Il nous faut avancer. Ce sont des mesures qui sont prises par le Conseil de la sécurité des Nations Unies, ce sont des règles qui sont prises par le Conseil européen, et ce sont des règles qui sont prises par la Direction générale du Trésor sous les offices du ministère de l'économie et du ministère de l'Intérieur. C'est des pouvoirs partagés. Le ministre des Affaires étrangères peut intervenir sur des personnes qu'on va suggérer à la Commission européenne. Comment ça se passe ? En fait, ce sont des décrets, ce sont des résolutions, ce sont des règlements, on appelle ça des mesures restrictives en matière européenne, et toutes ces décisions, elles sont en fait intégrées dans des listes que la Direction générale du Trésor établit en France de façon consolidée. C'est-à-dire que la Direction générale du Trésor prend les résolutions de l'ONU, les résolutions de la Commission européenne, du Conseil européen, les résolutions des ministres français, et consolide tout ça dans une liste qu'elle met à disposition pour que les personnes qui sont assujetties à la mise en place d'un système de détection puissent pouvoir utiliser ces listes. Ces listes, en fait, donc elles sont au nombre de 3, et on peut aussi utiliser la liste consolidée de la Direction générale du Trésor. Quelles sont les données que l'on prend ? Elles sont officielles. Elles sont officielles, on verra tout à l'heure. Voilà. Elles sont non seulement publiques, elles sont officielles, et on le verra aussi tout à l'heure, qu'aujourd'hui, elles sont mises à jour quasi quotidiennement. Autrefois, c'était tous les mois. Aujourd'hui, on a des mises à jour et des fluctuations très, très... La Direction générale du Trésor recommande aux acteurs d'aller quand même rechercher la liste de l'ONU, parce qu'on peut avoir des petits problèmes, si vous voulez, de temporalité, de concordance entre les résolutions de l'ONU publiées sur le site de l'ONU et la capacité pour la DGT de mettre en place ça. Dans quelques temps, il est annoncé sur le site la mise en place d'une API, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de liste, et c'est peut-être un petit sujet pour les petits, c'est un sujet peut-être qu'il faudra que le législateur regarde avec attention, parce que si on veut inciter les gens à respecter les règles, il serait peut-être intéressant de laisser ces listes, parce que si on parle d'API, ça veut dire qu'on parle d'outillage, et si on parle d'outillage, on va se rendre compte tout à l'heure que nos internautes, nos distributeurs ne sont pas tous outillés pour pouvoir brancher une API sur un outil de filtrage. D'accord. Que fait-on ? On va regarder des noms, on va donc... à prendre ces fichiers clients et puis comparer ces fichiers clients avec
les listes. Et c'est pour ça que, comme le disait Gilles tout à l'heure, la qualité de la donnée est évidemment extrêmement importante, puisque plus votre fichier client, votre fichier fournisseur... Alors on parle des clients au sens très large. Ça peut être aussi dans le dossier tout l'environnement économique de l'opération qu'on doit traiter. Je parle surtout pour l'assurance vie et pour les opérations dites complexes, pour lesquelles il n'y a pas forcément que le client au sens celui qui va souscrire ou celui qui va payer la prime. Il y a peut-être tous les bénéficiaires. Les bénéficiaires effectifs. Okay. Voilà, tout à fait. Donc, tout ça est évidemment très largement expliqué dans la ligne directrice, mais globalement, l'idée est de se dire qu'il faut absolument s'assurer qu'en tant que distributeur, on va être en mesure de ne pas autoriser une opération, alors même qu'elle concerne directement une personne dont les États ont décidé sur le pays de ne pas autoriser la mise en œuvre d'opérations économiques. D'accord. Je finirai juste une chose, c'est sur les listes étrangères. J'attire l'attention de nos internautes sur le fait qu'il y a un règlement de blocage au niveau européen et que dans la normalité, les listes étrangères ne peuvent pas être utilisées en France. Puisque la France dit, et heureusement pour nous, on est français, c'est pas les États-Unis qui vont nous gouverner. Donc, normalement, dans la réglementation, vous n'avez pas à intégrer dans vos outils de filtrage les listes étrangères. Mais, évidemment, il y a toujours un mais. Comme on est par ailleurs dans l'obligation de mettre en place un dispositif de vigilance au titre de la lutte anti-blanchiment, on peut évidemment, lorsque l'on a une activité internationale et que l'on contracte éventuellement ou qu'on a des partenaires qui sont établis à l'international, d'abord convenir avec eux qu'on va le faire parce qu'on est dans une co-traitance, et puis on va aussi peut-être utiliser ces listes pour identifier un niveau de vigilance sur certains types d'opérations. Mais en soi, il faut que les gens sachent que les listes nationales et les listes européennes et les résolutions de l'ONU, c'est ce que le Code monétaire et financier prévoit comme obligation légale. D'accord, ça c'est très important de le rappeler. À la finale, on bloque l'opération si on détecte une personne. Qu'est-ce qu'on fait? On stoppe. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas et qui le confondent avec les PPE. En fait, quand on détecte une personne gelée, on n'a pas le droit d'agir. Et si on a un doute, on ne doit pas agir. Les recommandations de la DGT, c'est on stoppe, et si on a un doute, on demande l'autorisation. Et l'interlocuteur, c'est la direction du Trésor, c'est pas le Tracfin. On peut éventuellement doubler d'une déclaration de soupçon, parce qu'on peut avoir les deux. On peut avoir le risque d'une personne qui va être éventuellement inscrite, on n'arrive pas à détecter si l'anomalie, la fiche de risque qui sort, elle est effectivement susceptible d'identifier une personne gelée, et on peut aussi avoir un soupçon de blanchiment. Mais ce n'est pas le Tracfin qui va gérer la problématique des gels. C'est la Direction générale du Trésor, ce sont les États, ce sont les gouvernements. Effectivement, il y a des confusions dans ce domaine avec le Tracfin. Avec le Tracfin. En fait, c'est toujours la même chose. Les gens confondent la législation sur la lutte anti-blanchiment et le dispositif autonome que représente la détection des personnes étant gelées. Et donc, c'est ce qu'on on va essayer de faire comprendre aujourd'hui, c'est que, évidemment, les deux sont obligatoires, mais la mise en place de son dispositif de gel relève vraiment d'une procédure autonome. D'ailleurs, on le verra tout à l'heure, on doit rédiger une procédure spécifique pour cela. À vous écouter, tous les deux, ça ne paraît pas si compliqué. Alors j'aurais tendance à dire pourquoi ce débat évidemment, mais c'est pas très compliqué. C'est pas compliqué. Quand on maîtrise un peu de la petite structure. Oui. Petite structure peut télécharger sans problème un tableau Excel et lancer des requêtes. Voilà. Par contre, quand on tombe sur des plus grosses structures, ils ont intérêt à automatiser la chose, et là, c'est une autre paire de manches. Ce sont les recommandations de la DGT. C'est-à-dire qu'on peut opérer un filtrage manuel. C'est-à-dire, effectivement, c'est pour ça que la suppression éventuelle de ce tableau Excel me semble être quand même une question véritable. Parce qu'on a beaucoup d'acteurs unipersonnels qui ont très peu de clients et pour lesquels, effectivement, le matching avec un tableau Excel est quand même quelque chose de pratique, et au moins c'est fait et c'est tracé. C'est sûr qu'ensuite, la plupart de nos distributeurs qui ont des entreprises et qui ont des tailles significatives mettent en place aujourd'hui des outils, mais il est vrai qu'ils sont encore très peu nombreux à le faire, La part, je n'ai pas de pourcentage, mais nous effectuons beaucoup de missions de conformité et on a relativement peu de gens équipés. Comment ça se fait alors ça se fait parce que... Pourquoi Pour moi, il y a deux raisons. La première raison, on en a parlé, c'est l'ignorance. C'est le fait de l'aversion à la nouveauté, au changement. Je n'ai jamais fait, je connais mes clients, qu'est-ce qu'on m'ennuie. Je pense que la pédagogie sur le terrorisme va probablement faire changer les choses. La deuxième chose, c'est qu'en réalité, les dispositifs qui sont mis dans le commerce aujourd'hui sont excessivement chers. Et que l'aspect financier de cet équipement est un véritable barrage. Et comme on le dit souvent chez nous, il y a un mécanisme, je veux dire, une espèce de réflexe de délinquance rationnelle qui se met
met en place chez le distributeur qui dit, écoutez, moi, c'est pour ce prix-là, je préfère attendre le gendarme quand il viendra plutôt que de m'équiper. Et en fait, la problématique, c'est pas tant l'outillage, parce qu'effectivement, l'idée d'acquérir un logiciel et puis une méthodologie pour vous permettre de gagner du temps à la gestion de vos fiches de risque et à pouvoir avoir un algorithme de filtrage, c'est vrai que tout le monde n'a pas un informaticien chez lui et on peut le comprendre. Par contre, ce qui pose problème, c'est le commerce des listes. C'est-à-dire que ces listes dont on a parlé tout à l'heure, qui sont gratuites, et il faut le rappeler à nos internautes parce qu'ils ne le savent pas. Elles sont gratuites, elles sont officielles, elles sont le fruit des États. Donc il n'y a pas à aller dire la DGT, c'est pas la DGT c'est le chef, c'est elle qui commande. Donc elle publie sur son site, donc c'est tout à fait gratuit et on n'a pas à acheter les listes. Et c'est vrai que la problématique qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de prestataires commercialisent des outils, bien évidemment, mais qu'ils associent à un commerce de listes. Et ce qui fait qu'à la finale, le global, pour vous donner un exemple, pour un distributeur qui a 2 ou 3 personnes et qui va avoir une dizaine de milliers de clients, c'est un dispositif qui peut lui coûter jusqu'à 20 ou 30 000 euros par an. Donc, ce qui, effectivement, est complètement dissuasif. Et c'est là que ce phénomène de délinquance rationnelle s'est mis en œuvre, parce que, entre guillemets, le jeu n'en vaut pas la chandelle. On préfère la sanction. On préfère attendre le régulateur qui viendra, peut-être ou peut-être pas. Et dans ce contexte-là, oui, c'est un vrai sujet de société, c'est un vrai sujet de régulation, en fait, pour se dire, non, il faut arrêter ça, d'autant plus que le gouvernement a été promoteur de l'open data, puisque notre gouvernement a mis en place énormément de dispositions aujourd'hui pour que les données soient rendues publiques, les CABIS, les bénéficiaires effectifs, toutes ces données-là. Donc, je crois qu'il faut, sur le gel des avoirs, véritablement informer, c'est l'objet du droit de savoir, c'est le droit de savoir que ces listes, elles sont gratuites et qu'on n'a pas besoin de les acheter. Je rappelle aussi pour les listes étrangères qu'on n'a pas le droit de les acheter. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de les vendre, en fait. Parce que les listes étrangères, il y a un règlement de blocage de la Commission européenne. Donc, un ressortissant français n'achète pas de liste étrangère. S'il a une relation avec une filiale étrangère, une société étrangère, le règlement européen lui interdit aussi de répondre à une instruction d'une société étrangère. Si je comprends bien, il faut distinguer l'outil de rapprochement entre ses clients et les listes qui existent, les listes officielles. Tout à fait. Et le fait qu'on englobe dedans des listes que l'on paye et qui peuvent être très chères. Et qui finalement ne sont pas... alors, je ne sais pas, Gilles Dutheil, votre avis sur le sujet, sur ces questions de listes. Les listes, à partir du moment où elles sont gratuites, effectivement, autant s'exercer, autant regarder un peu ce que ça coûterait d'avoir à faire une vérification systématique. Alors, il faut le rappeler, en matière de compliance et de lutte contre le blanchiment, quand on fait ce genre de recherche, on doit pouvoir les matérialiser et les sortir au premier contrôle. C'est-à-dire que non seulement il faut fouiller dans les listes, mais il faut faire des copies d'écran et les archiver, que ce soit en papier ou informatique, les archiver dans le dossier du client. Mais c'est ce qu'on va voir dans le mode opératoire, oui, tout à fait, vous avez raison. Donc ça, il ne faut pas qu'il l'oublie. Mais d'autre part, tant que ça reste gratuit et tant que ce n'est pas, j'allais dire, une grosse activité du distributeur qui se forme comme ça, après il verra s'il a intérêt à acheter telle ou telle suite de logiciels qui permettent de faire des tas d'autres choses d'ailleurs, plutôt que de faire ça. C'est étant une partie mineure. Et puis un coût de 20 à 30 000 euros, pour moi, me semble prohibitif pour toutes les petites affaires. Voilà, pour les petites structures, quand même, ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Ils sont nombreux à nous regarder. Ça semble mode opératoire, alors justement, vous en parliez, Isabelle. Donc, 1, on n'achète pas ces listes. 2, effectivement, on peut avoir intérêt à s'équiper avec un outillage, parce qu'encore une fois, ça peut être tout à fait intéressant. Notamment, pourquoi ? Parce que on doit absolument mettre en place une procédure et définir un algorithme de filtrage. C'est-à-dire qu'on doit définir dans son entreprise quel est le périmètre de filtrage, quelle est finalement la cadence de filtrage et comment vont être traitées ce qu'on appelle les fiches de risque. Alors j'explique, c'est très 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 simple. Le filtrage, il touche le stock, il touche les clients qu'on a en portefeuille et il touche les clients nouveaux ou les clients ou les opérations que l'on fait. Donc on comprend bien que quand on installe un produit pour la première fois, quand on installe un outil de filtrage, on va passer tout son portefeuille dans la liste et là on va se retrouver avec des tas de sorties
l'anomalie, puisque on doit filtrer quoi? On doit regarder les identités qui sont similaires. Hein. Alors, les recommandations des autorités, c'est de ne pas être sur du 100% similaire, hein, mais d'intégrer dans l'algorithme des différences qui peuvent être des similarités ou en tout cas des ressemblances. Je donne toujours l'exemple parce que ça fait toujours rire les enfants. Isabelle Lafin, on la filtrera avec Isabelle Lapin, par exemple. Hein. On pourra la filtrer avec Isabelle EL. On pourra la filtrer avec Nathalie Lafin. Hein. Parce que, effectivement, il peut y avoir des erreurs de saisie. Il y a aussi, de façon volontaire ou pas, parfois des retranscriptions qui sont mauvaises des noms. Donc, les autorités estiment que les algorithmes doivent être effectivement un peu plus larges. Du coup, c'est vrai que l'outillage manuel dans ce cadre-là est un petit peu compliqué. Hein. Il faut également définir les cadences. Alors aujourd'hui, on l'a vu, les listes sont mises à jour pratiquement tous les jours, ou au moins plusieurs fois par semaine. Et puis, les entreprises, elles opèrent des règlements aussi quotidiennement, elles encaissent des primes. Bon, ce qui veut dire qu'un filtrage, aujourd'hui, c'est quasiment quotidien. Donc, est-ce que aussi, manuellement, on va vérifier dès qu'on a fait quelque chose voilà, est-ce que tout dépend finalement du volume du KYC effectif. Exactement. Si on doit effectivement faire, je sais pas, une 50aine de vérifications tous les jours, sans passer à de gros systèmes, il va falloir peut-être demander à un informaticien de faire une petite routine sur Excel, d'ailleurs. Il n'y a pas besoin de... Exactement. Pour essayer d'obtenir le résultat. Hein, finalement, là... Dans ce cadre-là, vous y reviendrez Isabelle, c'est une obligation de résultat. Donc autant faire ce qu'il faut sans rentrer non plus dans des dépenses excessives. Dans des dépenses excessives. En fait, ce qu'il faut, c'est on peut se faire conseiller pour mettre en place ça, pour se faire expliquer, mais effectivement, la mise en œuvre opérationnelle n'est pas si compliquée et elle ne devrait pas générer des dépenses excessives chez les distributeurs. Et pour aboutir effectivement à la solution. Pourquoi? Parce que c'est une obligation de résultat, effectivement. Là, c'est bien écrit partout. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il est avéré que vous n'avez pas respecté une mesure de gel parce que vous n'avez pas détecté dans votre entreprise une personne gelée, eh ben c'est sanction pénale pour le dirigeant. Hein. Et ça, c'est quand même un peu normal. Hein. Il s'agit quand même de personnes qui sont des terroristes. D'où peut-être ces listes vendues assez chères, parce que peut-être certains fournisseurs l'exigent vis-à-vis de leurs distributeurs. Comment ça... Alors, il y a la délinquance rationnelle d'un côté. Voilà, c'est ça. Il y a la délinquance rationnelle d'un côté, puis après, il y a peut-être l'excès de zèle. C'est-à-dire que... Et puis, on peut les comprendre, parce que quand vous êtes salarié dans une entreprise et puis qu'on vous a donné la responsabilité du dispositif de contrôle du gel des avoirs, c'est vrai que vous voulez faire ceinture et bretelles. Et on le sait. C'est des dizaines de millions d'euros dans les gros établissements pour acquérir les listes. Hein. C'est des budgets absolument monstrueux. C'est une suite, en fait, de logiciels. On fait des tas de trucs, dont ça, mais c'est pas forcément l'utilité première de la suite qui était prévue. Voilà. Donc, effectivement, il y a probablement des rationalisations à mettre en place et distinguer bien ce qui relève effectivement, je dirais, de l'opération de conseil sur l'outillage, sur les cadences de filtrage, sur la gestion des fiches de risque, sur l'ergonomie, parce que une chose est aussi importante, c'est la traçabilité de tout cela. Et il est effectif que les décisions de l'autorité administrative en France, c'est-à-dire l'ACPR, qui traite beaucoup ça, hein, parce que là, pour le coup, vous avez une 50aine de décisions qui traitent de ces problèmes depuis la création de l'autorité. C'est aussi le constat qu'il n'y a pas de visibilité sur le traitement des anomalies, c'est-à-dire que parfois, vous avez des outils qui vous sortent des anomalies, mais en fait, personne ne sait comment les interpréter. Hein. Alors, ça dépend évidemment de la qualité des données, hein, c'est évident, hein, et je rappelle à nos internautes que c'est pas la peine qu'ils rouspètent quand on va les voir pour nous dire « j'ai pas besoin de prendre la date de naissance, vous m'enquiquinez Isabelle en me demandant la profession de mes clients, je comprends pas pourquoi vous demandez une pièce d'identité, tout ça, ça sert à rien, je connais mon client ». Plus on aura une qualité de données qui sera fiable, plus le filtrage des personnes gelées sera évidemment facile. Et ça pose un autre problème, c'est-à-dire, on filtre les données, on utilise des bases de données, j'allais dire, mondiales. On va faire une recherche sur un nom et un prénom, et on va tomber sur X homonyme, nom, prénom. Et après, il faut avoir du métier, je sais, pour faire les liens, pour retrouver. Moi, j'y arrivais, c'était tiens, il a une société là, c'est forcément lui, etc. Mais ça, c'est de l'approche, effectivement, du travail d'enquête. Par contre, c'est pas ce qu'on demande à ces gens-là. Mais si ils ont une identité, j'allais dire, relative, mal notée, les problèmes commencent. Et d'autre part, l'identité, ce n'est pas que le nom et le prénom, c'est aussi le lieu de naissance et la date de naissance. Donc, avec ces éléments, déjà, ça va mieux. Bien que sur certaines bases de données sur lesquelles j'ai travaillé, ces éléments n'existent pas.
D'accord, c'est ça. Je suis obligé d'avancer parce que cette émission-là, c'est qu'il faut que nous parlions maintenant des personnes politiquement exposées. Alors, il nous reste un quart d'heure. Alors, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont semblables. On change de sujet. Tout en restant sur les listes, en fait. Voilà, tout en restant sur les listes. Voilà. Il y a encore un problème de liste. Il y a encore un problème de liste, c'est quand même dommage. Alors, la PPE, je rappelle que les personnes politiquement exposées sont définies à l'article L 561 deuxièmement, pardon. Alors, ce sont des personnes qui exercent ou qui ont cessé d'exercer depuis moins d'1 an. Alors, c'est pareil, vous allez voir que c'est pas si facile que ça. Des fonctions politiques, des fonctions juridictionnelles, des fonctions administratives, mais pour le compte d'un État. Alors, la France ou un État étranger ou d'une organisation internationale. Et puis ensuite, ce sont leurs proches. Alors, donc, on le comprend. Il y a 3 niveaux en fait de PPE. Il y a celles qui sont investies d'un mandat, qui ont des fonctions. Et puis il y a celles qui sont investies d'un lien de parenté avec la personne qui a des fonctions. Et puis après, il y a celles qui sont investies d'un lien d'affaires. C'est un peu comme ça que j'ai essayé de diviser les choses. Niveau 1, c'est la fonction. Niveau 2, c'est le lien de parenté. Niveau 3, c'est la relation d'affaires. C'est celui qui est associé, qui a fait des affaires avec. Alors le problème effectivement de les PPE, c'est que justement, comment on fait pour les détecter, pour les identifier quand on a tout ce magma-là de population, sachant qu'en plus, on a cette notion de ayant cessé d'exercer ses fonctions depuis moins d'1 an. Donc, là aussi, nos internautes ou nos distributeurs, ils laissent un peu tomber l'affaire, en se disant, de toute façon, c'est pas grave parce que je comprends rien, je sais pas comment faire, j'ai pas envie de le faire, parce qu'en tout état de cause, là, pour le coup, les listes de PPE, alors là, elles sont absolument excessive. C'est un truc de fou. On a en plus un deuxième sujet par rapport à ces listes, c'est que comment, lorsqu'on a une réglementation sur la protection des données personnelles et puis la protection de la vie privée, on est en mesure d'autoriser, en fait, la mise sur des listes qui sont commercialisées, de non patronymiques, juste au gré d'une information qui n'est pas forcément vérifiée et sur le coup, qui n'a pas non plus été obtenue avec l'autorisation de la personne concernée. Et là, je parle des niveaux 2 et des niveaux 3. Donc en fait, ce qu'il faut que retiennent nos internautes, c'est que pour ce qui est des listes de PPE, de nouveau, sur le niveau 1, ils peuvent se procurer des listes qui sont gratuites. Je rappelle également, mais on n'a pas forcément le temps de le détailler, c'est pas la peine d'aller chercher tout le personnel de la Cour de cassation. C'est pas la peine d'aller chercher tout le personnel de l'armée. On le prévoyait ensemble. Je vous les ai répétés, il y a 4 grades dans l'armée. C'est le général de brigade, le général de division, le vice-amiral et le contre-amiral. Les autres ne sont pas concernés. Que les officiers généraux. Donc, en fait, c'est pas la peine non plus. Alors, si vous avez la chance d'assurer Emmanuel Macron, vous n'avez pas besoin d'aller rechercher, il est président de la République. Maintenant, c'est que des ministres, des députés, des sénateurs. C'est pas la peine d'aller chercher le conseiller municipal de votre petit village. Il est élu de la nation, c'est une certitude, c'est une personne très respectable, mais néanmoins, il n'est pas concerné, effectivement, par ces dispositifs. Donc, il faut faire assez attention par rapport à ces listes, parce que, évidemment, plus on vous en met plein la vue en mettant plein de noms, plus, effectivement, on va vous dire qu'elles sont chères. Pour ce qui est du niveau 2 et du niveau 3, quelles sont les recommandations des autorités? C'est que, dans le cadre des PPE, on ne se contente pas d'un filtrage. C'est pas la recommandation, c'est pas ce qu'il faut faire. On a les listes, mais on a aussi ce qu'on appelle les indicateurs d'alerte et les déclarations, donc les recueils d'informations. Et c'est comme l'expliquait Gilles, en fait, là, on parle à son client. On recueille des données sur son client. Donc, en fait, en plus des opérations de filtrage que l'on peut effectuer, ce qui peut être intéressant, effectivement, sur des fonctions de niveau 1, parce que tout le monde ne sait pas si monsieur est magistrat à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes, etc. Il y a néanmoins la possibilité, tout simplement, de poser la question à son client en disant « Monsieur, quelle profession exercez-vous » ou « Monsieur, est-ce que vous considérez que vous avez des relations économiques avec une personne politiquement exposée ?» Donc, je vais vous expliquer ça. L'indicateur d'alerte, c'est ce que font aujourd'hui beaucoup de sociétés relativement exploitées, relativement importantes, pour faire le lien avec leur dispositif de lutte anti-blanchiment, c'est-à-dire leur mesure de vigilance, c'est qu'on instaure des règles de vie, on instaure effectivement des investigations pour se dire que dans une opération, quel type d'investigation on va faire pour essayer justement de se dire qu'il y a peut-être un risque que les personnes qui sont concernées par l'opération soient des personnes politiquement exposées. Donc c'est un mélange de ces 3 opérations qui vont obliger, et là c'est dans le cadre d'une obligation de moyens et non plus une obligation de résultats, uniquement non pas de geler l'opération, mais d'instaurer un degré de vigilance, donc en fait d'opérer des vérifications dans le dossier beaucoup plus importantes, de regarder les choses de façon beaucoup plus éveillée,
et notamment systématiquement de vérifier l'origine des fonds. Et ça fait partie, j'allais dire, des obligations de tous les assujettis à la lutte anti-blanchiment, c'est de faire une gestion et une classification par les risques. Il est certain que d'avoir une PPE va augmenter au moins d'un échelon, si on parle d'une classification à 3 niveaux, faible, moyen et fort, d'avoir une PPE, même dans un risque faible, on va le mettre en risque moyen et on pourra effectuer de la vigilance complémentaire ou renforcée s'il y a un problème. Mais il faut qu'il soit en évidence. Et à mon avis, c'est aussi une obligation de le faire. Alors je suis d'accord, il y a une obligation de moyens. Le résultat pouvant être aléatoire en fonction de ce qu'on fait. En fonction justement du côté très subjectif en quelque sorte de l'analyse par rapport à la notion de proche, la notion de relation d'affaires. Il y a beaucoup de littérature. Il faut reconnaître que les documents qui sont édités par la DGT sont quand même extrêmement clairs, mais à l'échelle de nos internautes, ce sont des documents qui sont quand même très complexes. Donc je pense que leur donner des idées plus simples en leur disant filtrage, déclaratif, donc je le rappelle, c'est pas compliqué de demander la profession de son client. Il y a des codes CSP qui peuvent vous donner beaucoup d'indications. Les hauts dirigeants de la fonction publique, les fonctions militaires, les fonctions juridictionnelles, par exemple, qui sont des codes CSP, vous permettent d'ores et déjà peut-être automatiquement de vous dire en analyse de risque, ça, c'est pas une vigilance faible, c'est pas un risque faible. Mais justement, je voulais revenir sur ce... Gilles, ça, vous le disiez tout à l'heure, ça fait partie du métier de savoir qui est son client et de poser quelques questions qui sont des questions de connaissance client, c'est bien ce qu'on disait dès le départ. Là encore, c'est vrai que l'aspect déclaratif est important parce que ça évite déjà de rechercher des tas de trucs. Après, d'en obtenir un élément de preuve est plus délicat. Mais déjà, la déclaration. Après, je reviens à mes petits exploitants, mes petits distributeurs, qu'est-ce qu'on peut faire? Il ne va pas se payer une liste hors de prix. Donc, déjà, c'est obtenir la déclaration du ou des métiers exercés, de l'environnement, j'allais dire, familial aussi, parce qu'il y a des obligations également sur ces gens-là. Et après, c'est de la recherche Internet qui va être gratuite sur Google, de taper le nom, le prénom, entre guillemets, ça va plus vite, et d'essayer de voir ce qu'il en retient. Et là encore, l'assujetti a les obligations de conserver les preuves des recherches qu'il a fait. Après, il a trouvé quelque chose, donc il va le classer comme PPE. Il trouve rien, il le classe comme il le veut. S'il estime qu'il n'a pas suffisamment d'éléments pour le classer en PPE, il peut le mettre dans le risque qu'il estime correspondre à la personne qu'il avait en face de lui. Mais on n'est pas obligé d'aller très très loin non plus. On a soit des gros outils, soit des outils simples, mais avec des outils simples, moi je le fais pour des éléments d'enquête, on retrouve pas mal de choses. Oui, parce que si je comprends bien, donc des listes sont sur le marché, notamment avec des niveaux 2 et des niveaux 3, qui ne sont pas donc pour lesquels il n'y a aucune obligation. Relativement subjectifs. Et tout le monde peut se retrouver finalement sans le savoir sur une liste de niveau 2 et de niveau 3 parce qu'un jour il a été en relation d'affaires avec donc vous, moi peut-être. Et on se retrouve et avec des problématiques après pour quel type de problématiques? Si je suis par exemple sur, admettons, c'est un présomptueux de ma part, je suis peut-être sur un niveau rien du tout, mais qu'est-ce qui va se passer si je suis par hasard parce que j'aurais rencontré un jour... Jean-Charles, je ne connais pas votre vie, mais il est possible. En tout cas, la presse, vous savez, s'est fait l'écho. Alors bon, ça fait un peu Royal Blog, mais pour autant, ça va parler à nos internautes. Vous savez que la fille illégitime du roi de Belgique a fait l'objet justement de mesures restrictives, tout à fait inopinées et sans aucune justification, parce qu'elle a été effectivement sur des listes de PPE. Bon, parce que justement, il y avait un contentieux par rapport à sa filiation, et elle a fait beaucoup d'éclats là-dessus, parce qu'on peut comprendre que c'est quand même pas très agréable finalement de se retrouver dans une situation où on vous suspecte, parce que c'est vrai, quand vous êtes identifié PPE dans une entreprise, on vous suspecte en fait d'être un risque. Dans une banque. Voilà. Donc effectivement, votre banquier vous appelle. Il faut faire quand même très attention à la manipulation de ces listes. Oui, il y a une clôture de compte, dans les formes de droit, mais une clôture. D'accord. Oui, il peut y avoir une clôture de compte. Donc nos distributeurs doivent faire quand même attention au fait que on le voit de plus en plus, notamment au travers de RGPD, de cette législation, des gens qui posent des questions. Comment se fait-il que comment cela est-il possible? Donc là aussi, on est en France, on n'a pas à supporter ou à exécuter des législations étrangères. C'est pas le cas aux États-Unis. Souvent, ces sociétés sont américaines, les sociétés qui vendent listes. Elles sont de droit américain. Elles vous font d'ailleurs signer des conventions en application du droit américain, ce qui est quand même assez surprenant, mais c'est comme ça. Et de ce fait, effectivement, elles ont le droit. Aux États-Unis, c'est tout à fait autorisé. Dans notre pays, en Union européenne,
ce sont des sujets qui, à mon avis, méritent que le secteur s'en saisisse, pour ne serait-ce que déjà clarifier, parce que c'est aussi un sujet qui fait que nos distributeurs se disent, bon, tout ça, c'est très compliqué, je laisse tomber, je ne le fais pas. Et alors, c'est important également de leur dire que, bien qu'il s'agisse effectivement, là, pour le coup, d'une obligation de moyens, à la différence du gel des avoirs, bon, on est quand même sur un dispositif de lutte anti-blanchiment, c'est quand même des sanctions pénales aussi, si vous ne mettez pas en œuvre les choses. Mais il faut dire qu'à tout doute, vous n'allez pas voir la DGT. Vous n'allez pas voir non plus le TRACFIN. C'est votre direction, c'est le niveau 2. C'est-à-dire que si vous détectez une PPE ou vous avez des doutes sur la situation d'un client, vous devez vous référer à votre direction qui va vous donner des directives sur la poursuite ou non de la relation économique, parce qu'elle peut être interrompue par l'entreprise. C'est pour ça que beaucoup de gens se plaignent de figurer sur ces listes. Ou alors, instaurer le niveau de vigilance à mettre sur le dossier. Et ce n'est pas simplement qu'à l'entrée en relation, c'est tout au long de la relation économique que vous allez entretenir avec les personnes. Cette émission est en train de se terminer, et bien dommage, mais je voudrais quand même, Gilles, que vous nous parliez des sanctions, parce que même si on n'est pas obligé d'aller acheter des choses très chères, cela n'empêche qu'il faut quand même respecter la loi. Alors rapidement, les sanctions, alors ça dépend des professions. Pour les banquiers, maintenant, c'est devenu, je crois, des centaines de millions s'il le faut, ou ils se font leur capital. Alors je vais redescendre au niveau de la Commission nationale des sanctions, qui finalement a des agents immobiliers de toute taille, des domiciliataires également. Et donc, il y a les sanctions usuelles d'avertissement, de blâme. Après, il y a l'interdiction d'exercer soit le métier, soit la direction de l'agence ou la gérance, pour un maximum de 5 ans. Alors que l'on en donne pas mal. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 49% de sanctions pécuniaires, 3% d'avertissement, 4% de blâme et 44% d'interdiction temporaire d'exercer, que l'on donne toujours, sauf une fois, mais qui était un cas particulier, qui est toujours assorti du sursis. Le sursis dure 5 ans, c'est-à-dire que si la commission est amenée à revoir la même personne deuxième fois, elle pourra révoquer le sursis en plus de la peine encourue. Une peine automatique. Alors. Donc il y a également une sanction pécuniaire qui viendrait en plus, qui peut aller jusqu'à 5 millions d'euros. Et après, il peut y avoir, notamment dans le cas de la réitération, pas de la récidive, mais de la réitération, une participation aux frais de contrôle. Ici, on l'a fixé à 1 500, 2 000 euros. C'est juste pour dire, ça fait 2 fois qu'on vient chez vous, vous n'avez toujours rien fait, petite pénalité. Donc voici un peu le panel, j'allais dire, des sanctions. Les sanctions pécuniaires peuvent aller relativement loin, même si ces années, elles sont... Bon, il n'y en a eu que combien ? 3 supérieurs à 10 000 euros, la plupart étaient inférieurs et même aller jusqu'à 5 000 euros. Il y a eu une fois, même si la sanction a été ensuite annulée, une sanction de 200 000 euros. Donc l'attention, oui, elle doit être... Donc ça peut quand même, comme on dit. Et la sanction, on reste dans le droit, j'allais dire, classique, et doit être proportionnelle à la personne et à la personne morale également, puisqu'en général, on reçoit les deux. La personne morale, la société ou le représentant de la société, et la personne physique, et chacun peut avoir sa sanction. Isabelle, dans le domaine... Dans le domaine de l'assurance. Alors, il faut associer l'AMF. L'AMF, c'est l'ACPR et l'AMF, les deux commissions de sanctions, car les CIF dépendent de la commission des sanctions de l'AMF, quand les courtiers et les IOB dépendent de l'ACPR. À l'AMF, on convoque les entreprises et les dirigeants. Les sanctions en matière de lutte anti-blanchiment sont également sévères. Elles procèdent également d'interdiction d'exercice. À l'ACPR, pour le moment, on voit rarement des dirigeants convoqués. On a très rarement des décisions d'interdiction d'exercice. Et pour ce qui concerne les distributeurs, on n'a pas encore eu de grief sur les dispositifs de gel des avoirs et de lutte anti-blanchiment. Mais je ne peux que, et c'est pour ça qu'on a fait l'émission, alerter nos internautes sur les 2 conférences de la CPR, avec une intervention particulière l'année dernière, pas cette année, mais l'année d'avant, en fait, pas en 2020, mais en 2019, justement de la Direction générale du Trésor aux côtés des autorités, pour véritablement sensibiliser les internautes, les distributeurs, pardon, sur cette législation. Donc, quand on parle dans une conférence, en général, c'est que très peu de temps après, les contrôles démarrent.
Je pense qu'on n'a plus le temps, mais vous pouvez vous procurer le rapport de la Commission nationale des sanctions sur le site de cette commission et vous aurez tout le descriptif des griefs également, des principaux griefs relevés dans les sanctions. Et vous avez une méthode, on a cherché à la donner, parce que c'était un grief souvent où les gens disent « je ne sais pas analyser le risque et le classifier ». Donc on a fait, le président de la commission, Francis Lamy, a fait une méthode qui est assez précise, qui peut donner une bonne idée aux gens, tout en leur précisant que la méthode est propre à chaque agence. D'accord. Bah, écoutez, donc nos internautes, je pense, vont aller regarder tout cela. Merci pour cette émission. Je crois qu'on a dit beaucoup de choses. Merci à vous. Je retiens, évidemment, respectons la loi. Respecter la loi, c'est une chose. Parce qu'il y a des sanctions, vous l'avez évoqué aussi également. Mais n'achetez pas forcément des choses très chères pour respecter la loi. Donc finalement, on peut respecter la loi. L'argent n'est pas le barrage. L'argent n'est pas le barrage. Il ne doit pas l'être. Gilles Luteil, merci de votre venue. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être sur ce plateau. Isabelle Monalafin, je vous dis à bientôt pour une autre émission, Le droit de savoir. Et puis je dis à tous nos internautes aussi que nous retrouverons donc le pas à pas sur le site, sur l'assistant réglementaire pour ceux qui ont eu le plaisir de rejoindre notre plateforme. Donc c'est le pas à pas de juillet 2020 que nous remettons à jour de la réforme du 4 novembre. Sur l'assurance en mouvement. Voilà, tout à fait. Merci à tous, chers internautes, et à très bientôt.